Voici pour un nouveau numéro, chers téléspectateurs, bonjour. Nous recevons aujourd'hui pour ce numéro M. Alain Atundou, qui n'est pas présenté, qui est un politicien haut perché de la République démocratique du Congo. C'est avec lui, chers téléspectateurs, nous allons parler de la révision constitutionnelle, puisque ça fait débat, et évidemment parler de la réélection de M. Trump comme président des États-Unis. Qu'est-ce que cette réélection peut apporter sur le plan diplomatique au monde, en Afrique et surtout en RDC? Bonjour, M. Atundou. Bonjour, cher ami. Vous allez bien? Je me porte bien, j'espère qu'il en est de même pour vous. Très bien. Nous le disions tantôt que la révision constitutionnelle fait débat. À Kisangani, le chef de l'État avait mis le vœu de réviser cette constitution parce que, selon lui, cette constitution avait certaines lacunes et il avait même annoncé la mise en place d'une commission en 2025 pour statuer quant à ces. Mais Al-Bumbashi, il parle même de l'article 218 qui parle de la cession de la souveraineté de notre pays à d'autres pays et africains, évidemment. Quelle est votre réaction quant à ça? Bon, ma réaction quant à ce est plutôt fonction de la réaction que j'ai entendue de certains ténors de l'opposition. Oui. Alors que à Lubumbashi est davantage, non, à Kisangani est davantage à Lubumbashi, le président de la République s'est évertué à expliquer aux populations de Lubumbashi et à travers elles au peuple congolais le bien fondé et la motivation profonde de sa décision de soumettre un référendum, un projet de constitution d'une autre écriture. Les teneurs de l'opposition distraient l'opinion par des sarcasmes et des propos caustiques qui n'ont pas de rapport logique avec les arguments du chef de l'État. Au lieu de lui répondre argument contre argument, ils ont versé dans une acrimonie plutôt issue des frustrations qu'ils ont eues et qu'ils imputent au chef de l'État. Là, vous parlez Olivier Kamitatou, il y a eu la réaction d'Olivier Kamitatou, il y a eu la réaction de Sessanga, et même Moïse, quand on parle... Les ténors de l'opposition. Oui, oui, tous les ténors de l'opposition. Je résume cela. Oui, oui. Qu'ils n'ont pas répondu au chef de l'État, ils n'ont pas donné d'arguments convaincants et pertinents quant au bien fondé de la proposition du chef de l'État, disons combattre le bien fondé de la proposition du chef de l'État. Au contraire, ils ont fait ce qu'on pourrait appeler en jargon, ils ont botté en touche. Ils ont eu des propos acrimonieux, des propos sarcastiques pour ridiculiser, si je peux dire, la position du chef de l'État. C'est comme ça le chef de l'État lui-même dit qu'ils sont en train de distraire la population. C'est ce que j'ai dit. Parce que au lieu de s'en prendre au fond du problème, eux, ils s'en prennent aux problèmes qui ne sont pas posés dans ces circonstances. Mais Satoun, est-ce qu'il est opportun et important de réviser cette constitution? Vous, en tant qu'acteur politique? Personnellement, j'ai d'ailleurs écrit une brochure sur un plaidoyer pour la 4e République. Et donc, j'ai donné les raisons pour lesquelles il fallait une autre constitution et donc entrer dans une autre République. Particulièrement après avoir analysé l'exposé des motifs, après avoir analysé le préambule, et c'est avéré que notre constitution était piégée dès l'accord global et inclusif, où des intérêts extérieurs majeurs s'étaient impliqués
pour nous entraîner dans une déstabilisation, dans une précarité permanente, Oui. pour aboutir à la déstabilisation, voire à la désintégration du pays. Alors, il faut donner une autre orientation. La constitution actuelle, enfin le projet de constitution que moi je souhaite, devrait donner de nouvelles orientations pour éviter ce piège infernal. Malheureusement, les théoriciens du dogme de la pensée unique en démocratie ont produit un paradigme improbable. Oui. À savoir que faire une autre constitution, c'est faire un coup d'État. Ou un coup d'État produit une nouvelle constitution. Malheureusement pour eux, l'histoire de notre pays est là pour leur répondre. Lorsque Mobutu a fait son coup d'État en 1965, Oui. il n'a pas changé de constitution, il a continué jusqu'en 1967. Avec la même constitution. Avec la même constitution. Et d'ailleurs, bien avant lui, lorsque le président Kasavubu a modifié, oui, a proposé la constitution de Lulabo, il n'avait pas fait de coup d'État. C'était tout à fait normal. Et lorsque Mobutu lui-même a modifié la constitution a changé de constitution en 67, oui, il n'a pas fait de coup d'État. Donc, c'est une équation improbable entre le changement de constitution et le coup d'État. Donc, le changement de constitution, c'est une orientation nouvelle de notre vision, disons, des textes de base, compte tenu de la vision générale de la population et du peuple, compte tenu des appréhensions et des inquiétudes, mais aussi, pourquoi pas, des espoirs et d'un idéal. Voilà les raisons fondamentales. Mais certains, en fait, la plupart des ténors de l'opposition disent clairement que Tshisekedi ne peut pas réviser la constitution maintenant, il doit attendre après 2028. Quand on voit après 2028, quand il ne sera plus président. Sauf qu'il s'agisse là de la liberté de pensée et d'expression garantie par la Constitution, eh bien, ce dictat-là ne peut pas se faire. Parce que la Constitution, à aucun moment, l'interdit, sauf en cas d'état d'urgence. Oui. C'est tout. Sauf en cas d'état d'urgence. On ne peut pas faire une proposition, disons déposer une proposition. Parce qu'il faut éviter la confusion. Le débat actuel se situe au niveau d'échanges citoyens, d'échanges républicains entre les habitants de ce pays, les nationaux de ce pays. Donc ce n'est pas encore une proposition. On pourra parler d'un débat constitutionnel sur le changement de constitution lorsque on aura, comme c'est le président qui est l'initiateur, lorsque le président aura déposé un projet de constitution dont on connaît les termes de référence et sur lesquels on pourrait discuter. Ok. Donc il n'est pas opportun les opposants n'ont pas raison jusque-là sont des procès d'intention, si on peut le dire. Je pense que c'est plus... Bon, je ne sais pas si c'est un procès d'intention, pourquoi? Parce que la question que l'on peut se poser, pourquoi le président Tshisekedi, qui bénéficie de la protection de la Constitution comme n'importe quel citoyen, laquelle Constitution dit qu'il y a liberté de pensée, liberté d'expression, etc. Pourquoi il ne peut pas en bénéficier maintenant? C'est à eux de nous dire pourquoi. Moi, je trouve que le président est tout à fait fondé à donner cette proposition. D'ailleurs, il a précisé, lui, en tant que garant du bon fonctionnement, il a des éléments, peut-être qui n'apparaissent pas
aux yeux du citoyen lambda, Oui. ou qui est caché par la mauvaise foi des acteurs politiques, de certains acteurs politiques. Oui. Par exemple, un élément important. Pourquoi il faut changer la Constitution? Pourquoi cette Constitution nous entraîne dans un torrent de rébellions successives? Comment? Au départ, à Sun City, toutes les parties au conflit, toutes les parties armées, c'est-à-dire le MSC, le RCD, le MLC-KLM et le pouvoir de Kinshasa, surtout les trois premiers, étaient considérés comme des mouvements de libération vis-à-vis de l'autocratie imposée par le pouvoir de Kinshasa, Oui. en suspendant les activités politiques et évidemment l'activité des partis politiques et même leur existence. Et donc, par une vérité de l'histoire, il faut leur reconnaître ce combat pour la liberté. Mais assimiler les séditieux à un combat pour la liberté, je crois que c'est excessif. Et cela s'est encouragé les aventuriers à faire des rébellions avec la garantie qu'ils pourront intégrer les structures gouvernementales Oui, oui. et militaires au motif qu'ils sont des combattants de la liberté. Oui. Ce qui n'est pas vrai. Ok, mais surtout, l'actualité n'est pas seulement la révision constitutionnelle, c'est plus aussi la réélection, je l'ai dit au début, du président Trump aux États-Unis. Vous, en tant que diplomate, quelle est votre réaction par rapport à la réélection de Trump? Double réaction. Ok. La première réaction, c'est l'élection d'un chef d'État d'un pays ami. Ok. Et donc, je ne peux pas entrer dans les affaires intérieures des États-Unis d'Amérique. Ah ouais. Ils ont choisi le président Trump. Mais ce choix a une implication, une conséquence sur la vie internationale. Et de ce point de vue, il faut deux paramètres pour juger cette élection. Oui. Sur le plan interne, c'est la confirmation d'une sorte d'isolationnisme des États-Unis par rapport aux problèmes qui se passent ailleurs. D'abord, nos problèmes à nous, et ce qui ne nous intéresse pas, comme les guerres en Ukraine, c'est ceux qui n'ont pas d'impact, disons, qui risquent d'impacter inutilement la vie de nos concitoyens. Nous allons essayer de mettre fin à cela. Mmh. Le deuxième paramètre, c'est l'hégémonie américaine dans le monde. Ok. Le président Trump ne pourrait s'occuper que de ceux qui intéressent l'hégémonie américaine dans le monde, notamment la situation au Moyen-Orient, Oui. notamment la situation en Iran, notamment la situation de la guerre entre l'Ukraine Et la Russie. et la Russie. Mmh. Parce que on se bat pour certains avantages stratégiques qui sont garantis par, qui sont présents dans ces États-là et qui sont de l'intérêt bien compris des États-Unis. Et donc ils vont d'abord penser à cela. Et la deuxième conséquence, c'est l'Union européenne. Oui. Il y a une certaine agitation. Est-ce que le président Trump, les États-Unis du président Trump vont accepter le rôle
qu'il joue au sein de l'OTAN actuellement, étant entendu que le président dit, eh bien, il faut payer le prix de votre défense. D'où, vous voyez, une certaine recentration, un certain recentrage de, des Européens autour de Macron, qu'est-ce que nous allons faire, etc. Alors, fondamentalement, la politique extérieure des États-Unis ne va pas changer. Exact. Ce qui va changer, c'est la diplomatie, c'est-à-dire la méthode d'aborder cette politique extérieure vis-à-vis de la guerre, vis-à-vis de l'Union européenne et vis-à-vis des autres partenaires, notamment le continent africain et la République démocratique du Congo, qui n'ont pas été présents dans le débat électoral, mais qui sont bien existants dans la recherche stratégique des États-Unis. Après avoir réglé le problème interne, etc., les États-Unis ont besoin des alliés stratégiques aussi pour leur présence comme la RDC dans le monde. Comme pourrait être la RDC. Ils ne sont pas les seuls. Vous avez vu que le président Joe Biden a préféré l'Angola. Et donc, c'est à nous de démontrer que nos intérêts, ou bien les intérêts des États-Unis, coïncident avec nos intérêts. Comment pouvons-nous faire comment est-ce que la RDC peut faire pour faire entendre sa voix, pour dire que je suis un pays stratégique, voilà ma politique, je vais faire ça pour que la Maison Blanche s'incline aussi. Mais c'est aller en tout. Il ne faut pas crier, comme on dit. Le tigre ne crie pas sa tégritude, il attaque, il dévore. C'est ça le tigre. Le Congo, pour consolider les liens stratégiques que nous avons avec les États-Unis, malgré toutes les péripéties, il doit être crédible. Crédible, c'est-à-dire montrer ses capacités à respecter les traités et les contrats éventuels que pourraient avoir les États-Unis, notamment en mettant fin à la guerre de l'Est, notamment en sécurisant, en sanctuarisant les sites d'exploitation minière stratégique, et notamment en assurant une sécurité juridique et judiciaire en cas de conflit. Voilà les paramètres par lesquels les États-Unis vont nous considérer comme des alliés fiables, des alliés crédibles. Nous devons agir sur cela, et la conséquence sera que le président des États-Unis, en l'occurrence Trump, dira « voilà un allié fiable ». Nous entendons souvent, on parle de lobbying. Est-ce que nous manquons de vrais... Nous n'avons pas ces lobbyistes au niveau des États-Unis pour entendre notre voix? Mais le lobbying, c'est quoi? Un mot savant et exotique. Les relations que vous avez avec des gens qui influencent le pouvoir, qui influencent les décisions. Nous ne pouvons pas manquer du lobbying. Mais l'efficacité de notre lobbying, est-ce que nous mettons les moyens qu'il faut? Est-ce que nous développons les arguments pertinents et percutants? Voilà. Etc. C'est ça l'efficacité du lobbying. Voilà. Donc je suis mal placé pour dire que notre lobbying est efficace, mais il doit être entendu que nous ne sommes pas abandonnés de la communauté internationale, comme on dit, en disant que voilà, comme du temps de nos jours, on disait, mais c'est un pays inexistant, c'est un État inexistant. Nous sommes un État bien réel, dont le président est respecté de par le monde, dont le président émet des points de vue dont on tient compte, et dans la politique internationale actuelle basée
sur la protection de l'environnement et de la biodiversité, Oui. eh bien, le président de la République s'est positionné comme un pays, le représentant d'un pays qui détient beaucoup d'éléments de solution à nos problèmes. Oui. Mais pour cela, il faut aussi que nous soyons traités équitablement. C'est-à-dire, ce pays qui représente cette valeur doit être protégé de l'instabilité. À part ce que nous faisons pour notre protection, pour la stabilité, Oui. eux aussi doivent contribuer à protéger notre stabilité. Ils doivent contribuer à mettre en place un traitement équitable à notre égard. Parce qu'en termes de pollution, nous ne sommes pas les plus grands pollueurs. Mais pourtant, nous prenons l'engagement que nous allons protéger la planète, l'environnement que nous avons, voilà, pour le bien fait, le bénéfice de toute l'humanité. Et il faut donc que nous soyons payés en conséquence. Évidemment, maintenant, ils disent que nous n'avons pas des structures d'accueil. Donc nous devons nous préparer à avoir des structures pour accueillir et sécuriser, utiliser à bon escient ce fonds qui va arriver. Exact. Voilà des éléments de politique internationale. Avant même de terminer, M. Aliatoundou, vous le disiez tantôt que le chef de l'État est écouté à travers le monde et ses points de vue sont respectés. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que la diplomatie, sur le plan diplomatique, par rapport à la guerre qui nous est imposée à l'Est, Tshisekedi a réussi, soit il est en train de réussir séparé? Pour reconnaître, pour faire reconnaître à la communauté internationale et admettre que le Rwanda et le président Kagame sont des agresseurs du Congo, il a dû voyager plusieurs fois, tout en suscitant d'ailleurs un malentendu préjudiciable sur le plan interne. Mais malheureusement, les Congolais ne suivent pas, ne s'en tiennent pas à la finalité. Oui. Le président a obtenu cette reconnaissance qui tire à conséquence pour nous, c'est-à-dire que nous pouvons avoir des alliés, nous pouvons agir, etc. Ça, il faut qu'on en tienne compte. Regardez aux États, en Israël, Oui. Le secrétaire d'État Blinken Oui. a voyagé 11 fois au Moyen-Orient sans résultat. Sans résultat. Et nous, le président a dû voyager plus de 11 fois pour enfin avoir ce résultat. Et donc, ça signifie que sa diplomatie est efficace. Ça signifie qu'il est écouté et cru. Et c'est très important. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot à placer avant de clore cette émission? Un lien entre les deux sujets, c'est la présence de la République démocratique du Congo dans le monde. Son rôle en Afrique, je dirais même sa mission. Sa place dans le concert des nations. Tout cela dépend du patriotisme et du civisme des citoyens congolais. L'appât de gain n'est pas un argument rationnel, moral, pour trahir son pays. Oui. La recherche du pouvoir pour le pouvoir n'est pas un argument massue pour combattre la démocratie. Lorsque vous croyez en quelque chose, il faut l'assumer. Nous avons cru et nous croyons à la démocratie, nous assumons toutes les péripéties des élections. Bien organisées, mal organisées, les assumons-nous et nous continuons parce que l'essentiel, c'est que de mieux en mieux le pays soit géré. Oui. Et aujourd'hui, le président Tshisekedi nous place sur cette voie pour que le pays soit géré de mieux en mieux. Non pas seulement quand il est au pouvoir, mais aussi pour les générations à venir. Donc, nous devons avoir un sursaut
de nationalisme, de patriotisme, de civisme, pour savoir que si le pays n'existe pas, nous, les citoyens, nous allons disparaître en tant que nation et peuple. Et donc, nous devons tous, d'abord, assurer l'existence du pays pour donner après la suite à nos débats, n'est-ce pas, et à nos ambitions par ailleurs légitimes, d'accéder au pouvoir, et d'avoir mainmise sur telle section de la vie nationale, ou tel secteur. Voilà. Donc, il faut que, dans les circonstances actuelles, que les Congolais donnent la preuve d'un peuple mûr, voilà, qui est derrière son président, qui est le commandant suprême, qui est le garant des institutions et qui s'engage dans cette lutte. Ça signifie que les institutions risquent d'être déstabilisées. Ça risque que l'État, l'existence même de notre pays pourrait être, notre pays, comme on dit, pourrait engage déjà d'ailleurs son pronostic vital. Et pour cela, mettons de côté nos égos pour que ce pays puisse remonter. Mais malheureusement, il y a des gens ou des personnalités qui pensent que pour que le pays marche, il faut qu'il soit à la tête du pays. Non, le pays marche avec celui qui a le mandat du peuple, oui, d'agir et de vouloir pour lui, en fonction d'une vision nationale et à défaut d'une idéologie nationale. Ok. C'est par ces mots, chers téléspectateurs, que nous mettons fin à cette émission. Je rappelle, chers téléspectateurs, que nous avons reçu ce matin M. Alain Atoundou, avec qui nous avons parlé de la réélection de Trump et évidemment de la révision constitutionnelle qui fait débat en République démocratique du Congo. Une fois de plus, merci, et merci surtout à notre technicien Trésor Vélo Full Option. Merci et à plus.